Les derniers previews de cette saison, de cette avant-saison, c'est maintenant avec le NBA First Talk de la First Team. Erwan Abotret, Thomas Dufont sont là. On termine en beauté cette pré-saison. Ah, une énorme division. On a gagné foi, comme un jeudi. le meilleur pour la fin, comme un jeudi. J'essaie de le placer à chaque émission pendant un mois, le 77. Mais il faut d'abord qu'on me dise ça va, mais comme personne veut savoir. Non, mais justement, si on va bien, éviter de lui demander. on va éviter Thomas donc, Dufont, est-ce que ça va? Non, c'est bon, je le ferai la prochaine fois, je vais le répéter. Dis-moi si ça avant le début de la saison régulière. Ça y est, ça arrive. On est content, on est ravis et on démarre donc cette preview avec une grosse franchise, avec les Spurs de San Antonio qui vont vouloir repartir de plus belle avec des changements quand même, des mouvements. Regardez ce qui s'est passé avec les départs de Dwayne Dedmon, Jonathan Simons et les arrivées surtout de Rudy Gay. Est-ce que ça peut changer la donne? On va se poser la question. L'arrivée de Geoffrey Lauvergne, un nouveau Français dans cette franchise qui a connu des Français avec succès généralement. Est-ce que ça va aussi changer les choses pour lui? Alors Tom, déjà cette note aussi de 6 sur 10 que tu as octroyée pour certainement les prolongations qui t'ont trouvé intéressantes? Ouais, petite prolongation de Patty Mills et Pogazol, ça c'est cadeau. Dedmon qui part, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais réussi à vraiment bien l'utiliser dans ce rôle défensif. Jonathan Simmons qui a éclos l'année dernière et puis qui part. On a mis 6 sur 10 pour une chose claire, c'est Rudy Gay. Rudy Gay qui signe, c'est quand même une signature un peu sortie de l'au-delà. Rudy Gay qui était encore blessé après une rupture du tendon d'Achille et qui, nous, on le voit comme un apport, comme un super apport du banc sur ce poste 3-4 offensif comme ça. C'est très cool. On se souvient que l'année dernière, quand Kawhi Leonard se blesse, le meilleur joueur, c'est Ginobili. Ah oui, Ginobili, c'est vrai, t'as c'est Gino raison, qui sort du banc. Alors, on sait qu'il est capable de faire plein de choses, Gino, mais il a quand même maintenant 38 piges, 40 ou 40 même. Oui, d'accord, un truc comme ça, il est sur 40. Bref, voilà, enfin, il est plus tout jeune. 80, non Et c'est bien d'avoir c'est comme ça au relais un joueur comme ça talentueux, de classe, capable de marquer des paniers. On sait qu'Aldridge, 40 tu me dis? 40 piles. Ouais, 40 piges, donc ça... 28 juillet Donc, 77. donc voilà, c'est bien, ils vont amener du banc. Donc, il y aura toujours un Ginobili qui est resté qui a re-signé pour une année de plus. Une très bonne nouvelle pour les fans de NBA et pour les Spurs, mais amener un petit peu aussi de... Compatible avec le jeu Spurs Moi, je crois qu'on est tous compatibles avec le jeu Spurs quand on a un bon basketteur. Oh non, mais Rudy Gay fait partie quand même de cette classe de joueurs. Alors, ça a été toujours compliqué pour lui à Memphis, à Toronto, à Sacramento, c'était un peu fou. Mais aujourd'hui, il est quand même à un moment de sa carrière où s'il veut découvrir des finales NBA et jouer un titre, je pense qu'il va rentrer dans le moule. Il n'est pas venu là pour briller, clairement. Son rôle, d'ailleurs, il est clair. C'est pour la première fois de sa carrière, quasiment, il sera en sortie de banc en 6e homme. Première et fois, je crois qu'il l'accepte complètement. C'est dur de revenir d'une blessure au tendon d'Achille. Ouais, ça, c'est la question. Blessure. C'est clairement une sale blessure, c'est un peu l'interrogation. Quel sera son niveau de forme? Malgré tout, l'avantage, c'est que dans le système Spurs, on te laisse le temps de revenir quand tu es blessé, on te laisse le temps de t'adapter à cet effectif-là. Et moi, je pense sincèrement que son talent offensif est une réelle plus-value pour les Spurs, même s'il n'est pas au niveau qu'on l'a connu il y a quelques temps. C'est quand même un gars qui pourrait tourner à, je sais pas moi, à 12 points en sortie de banc. Et j'ai pas le souvenir d'avoir un mec comme ça, de ce profil-là, en sortie de banc pour les Spurs depuis très longtemps. Mais c'est Ginobili. Ouais, non mais voilà, je veux dire depuis très Ginobili, longtemps, mais sur Ginobili. poste 3-4 surtout. Ouais, voilà. Tu vois, Après, je pense que j'ai ça très peut peu de faire souvenirs. aussi une très belle association avec Kawhi Leonard pour clairement. finir les matchs, parce qu'on sait que Danny Green sur le poste 2 est un fort défenseur, mais quand ça se complique, mettre les pantons, il peut jouer petit, surtout petit. Il tremble un peu, oui, mais d'accord, il 3-4. tremble un peu, et tu peux aussi avoir un small ball en décalant Aldridge en poste 5. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne signature d'un mec qui est venu là en connaissant, je pense, les conditions qu'on lui proposait et en les acceptant. Donc ouais, non, mais les Spurs, et puis n'oublions pas que les Spurs sont revanchards. L'année dernière, la défaite, un petit peu la fessée face aux Warriors, elle est quand même teintée d'une vilaine blessure sur Kawhi Leonard. Donc je les sens toujours discrets, mais très revanchards. Il ne faut jamais les enterrer. Et puis avec ce 6e homme, en effet, il va pouvoir combler quelques faillites. On va parler d'Aldridge dans quelques minutes, justement. Le 5 majeur, il va ressembler à quoi? Il va ressembler à ça, justement, avec toujours cette superstar, heureusement, Leonard qui est là, Pogazol qui a prolongé, Aldridge. Bon, là, c'est la saison. Classique. Bon, pour Aldridge, c'est la saison de la dernière chance, selon vous. C'est là vraiment derrière. Ah, oui, au bout d'un moment, ça fait quoi? C'est sa 3e année là chez les Spurs. Ça va, chef. Au bout d'un moment, on aimerait bien. On a revu le Aldridge un petit peu de Portland par parcimonie. On aimerait bien que. On va pas lui demander de mettre 30 points par match. Il y a Kawhi Leonard pour faire ça. En plus, on l'a dit, il y a Rudy Gay qui va pouvoir alimenter du scoring en sortie de banc. Il y a Pogazol qui peut mettre des paniers. Mais on aimerait bien avoir un petit peu de régularité entre 15 et 17, avoir 10 rebonds, avoir un peu une influence sur le jeu. Et puis surtout,
là on parle de stats, mais être concerné un peu. Bah oui. Moi l'année dernière, quand Kawhi Leonard se blase, comme il n'a pas du tout voulu, on lui a dit tiens c'est toi le leader, il a fait qu'est-ce que tu fais? Non, mais ça, c'est pas possible. Parce que tu as parlé de stats, il y a 2 ans, sa première année aux Spurs, il est à 18 points, 8,5 rebonds. L'année dernière, il est à 17 points, 7 rebonds. Donc, c'est pas sur les stats qu'on l'attend. Tu l'as dit, c'est sur l'application et sur, au bout d'un moment, l'impact dans un match. On en parle tout le temps. Moi, Aldridge, ce que je lui reproche énormément, c'est d'avoir peanuts d'impact sur les matchs. Leonard a un impact monstre comme ça. Lui, il arrive, il prend ses petits tirs mid-range. Il fait que ça. Il va plus provoquer de faute. Il tire très peu à 3 points. Voilà, moi j'attends un Aldridge concerné et puis influent quand ce sera des grands moments. C'est quoi la différence entre le moment il y a 3 ans où ils ont été le chercher, il était impactant, influent, ça, c'est une énigme complète. Aujourd'hui où il a perdu son Popovic a dit on va tout faire pour le mettre dans les bonnes dispositions. J'ai quand même du mal, d'ailleurs, Bruce Bowen nous l'avait dit cet été, on ne comprend pas comment on peut être dans de mauvaises dispositions aux Spurs. C'est le meilleur environnement au monde pour jouer au basket. Et puis, donc, c'est sa dernière chance chez les Spurs, parce qu'en plus, cet été, il a eu des sorties un petit peu maladroites. Il s'est un petit peu dédouané de sa finale de conférence dramatique. Donc très bien, chef. Alors, il y a eu une communication, on a même cru à un trade cet été, on va voir. En tout cas, oui, il est attendu au virage par nous, certes, mais surtout par sa franchise. Il peut se faire lourder dans la saison. Ça peut être une option, ça peut être une option à voir avant le All-Star Game, mais en tout cas, et c'est sûr que les Spurs, s'ils veulent Viseo, il leur faut un poste 4, 5 comme la Marcus Aldridge avec le pognon qu'il prend et les attentes qu'il y a autour de lui. Il faut que ce mec-là il soit efficace. S'il n'est pas efficace, les Spurs, je pense qu'ils peuvent trouver une solution en cours de saison, pourquoi pas. Tony Parker a annoncé son retour avant que ce qui était prévu. Pour autant, on va y aller mollo avec le français. C'est le point faible, le poste de meneur de jeu aujourd'hui. Ah là, il est clairement identifié. Aujourd'hui, les Spurs ont un point faible, et moi je pense qu'il l'avait déjà l'année dernière, parce que moi je veux bien Tony Parker est devenu passeur, moi Tony Parker aujourd'hui je le mets même pas dans le top 20 des meilleurs meneurs de NBA, donc quelque part c'est un point faible, tu vois, et c'est pas insulter Tony Parker, tu vois, au bout d'un moment c'est ça. C'est un point faible, non, je te dirais non, parce que quand tu as le système Spurs et que tu joues comme les Spurs, quand tu as un vétéran qui fait tourner la boutique, c'est pas un point faible. Mais si, la preuve. Non mais l'année dernière ils font 61 victoires, ce qui est incroyable, donc on peut pas dire qu'ils ont mal tourné. J'aurais quand même aimé les voir tous au complet en finale de conférence. Très bien, ils l'ont pas été. Bon bah écoute, ça fait partie du jeu. Moi je pense que c'est un point faible parce qu'au bout d'un moment, quand tu as tous les avions de chasse et les meneurs, j'ai l'impression que chaque année c'est toujours plus fort. Moi j'ai pas l'impression que ce gars-là soit au niveau. Mais ça fait des années que ça, il décale Danny Green en défense sur les meneurs. Je dis ça pour un truc très simple, c'est qu'il a une blessure sérieuse et qu'on va pas le voir avant longtemps. Et en attendant, ils vont faire confiance aux deuxième année. Deronte Murray qui a du talent, ça on l'a tous compris. Maintenant, être meneur titulaire des Spurs, ça a quand même une responsabilité énorme. Patty Mills est derrière, mais on sait dans son profil plus combo dans le shooting, scoreur. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai une énorme crainte sur ce poste de meneur de jeu, même s'il est plus athlétique a priori. Voilà, exactement. La qualité de Deronte Murray, donc c'est un bon basketteur, mais surtout un athlète. Donc je pense qu'il va pouvoir mettre des pressions défensives, soulager un petit peu Danny Green aussi de toutes les tâches défensives qu'il est obligé de faire pour combler un petit peu au fur et à mesure des années le manque d'impact défensif de Tony Parker. Il est très long, il a des grands segments, donc je pense qu'il va pouvoir s'opposer, je ne dis pas qu'il va éteindre, mais il va pouvoir s'opposer aux meilleurs meneurs de la conférence Ouest, les Westbrook, les Harden, les Chris Paul, les Steph Curry, parce qu'il va pouvoir, par son physique et son envergure, les gêner et pouvoir défendre. Et le joueur donc à suivre sélectionné, c'est forcément un des meilleurs joueurs au monde, Kawhi Leonard. Est-ce que c'est juste sa blessure qui a fait que les Spurs ne sont pas allés plus haut la fin de saison dernière, 4-0, ou est-ce que on ne saura vraiment jamais. Non, on ne saura jamais. Mais on ne peut pas s'empêcher de dire qu'avant sa blessure, ils sont à plus 17 et ils marchent dans le troisième quart-temps du match 1 et ils marchent complètement sur les Warriors, et c'est le seul qui a fait saigner du nez Kevin Durant. Donc il y a pas de toute l'année. Donc en fait, il n'y a pas un manque d'ambition de se dire ils se sont juste renforcés avec Rudy Gay. Ils ont l'équipe pour viser le titre. Attends, c'est une équipe quand même qui... Donc 61 victoires, c'est énorme hein, d'arriver à plus de 60 victoires. On se rappelle que Boston, c'est 53 victoires et ils sont premiers de la conférence Est. Donc juste pour resituer. Donc évidemment que les Spurs sont une équipe ultra solide, avec beaucoup d'ambition. Leur ambition, c'est d'aller en finale NBA, d'aller affronter LeBron et de battre les Warriors. Je pense que dans la conférence Ouest, c'est la seule équipe qui peut avoir cette ambition-là. Et avec un gars comme ça qui continue de progresser chaque année des deux côtés du terrain. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur joueur des deux côtés du terrain. Voilà, j'ai cette sensation que Kawhi est aujourd'hui arrivé dans son prime, on est tous sûrs, mais qui est capable de porter sur son dos toute une franchise. Il y a un an, on avait dit un petit peu, j'avais souligné le manque d'impact à l'intérieur. Aldridge n'aime pas la maillotche, Gasol n'aime pas ça, et en plus il vieillit de plus en plus. Donc
Il y a l'apport de Geoffrey Lauvergne, mais qui n'est pas non plus le plus grand bagarreur à l'intérieur. C'est un bagarreur, mais il souffre. Il souffre quand même face à des vrais athlètes type DeAndre Jordan. Ils avaient Dedmon l'année dernière qui avait fait des bons passages qu'ils n'ont pas gardés de manière assez surprenante, je trouve. Parti, lui, chez les Hawks d'Atlanta. Donc là-dessus, une fois de plus, dans l'impact 4-5, dans les combats, dans les gros combats intérieurs, je les trouve un petit peu soft. Voilà. Alors, regarde l'effectif quand même, juste vite fait, sur le secteur intérieur, avant de revenir sur Kawhi. Rudy Gay, Marcus Aldridge pour le poste 4, Pau Gasol, Geoffrey Lauvergne sur le poste 5. J'ai envie de te dire, c'est léger. C'est un peu trop léger. Ça manque de maillotche, on est d'accord. Et à l'heure des super teams, là où il y a de multiples superstars qui se rejoignent, Kawhi Leonard, il répond un peu seul finalement. Mais il est assez fort. Il est tellement fort de tous les côtés du terrain que finalement. Mais le truc, c'est que les Spurs, c'est tellement différent de tout ce qui se fait sur la terre du basketball. C'est bien sûr, c'est génial. On s'en régalera toujours. Et ils ont cette faculté dans les grands matchs à imposer ce système de jeu. Et c'est la première fois depuis 15 ans, depuis le Tim Duncan, début des années 2000, quand il est double MVP, qu'il se repose exclusivement sur un joueur. Avant, c'était un collectif, c'était surtout un trio, le Big Three, Ginobili, Parker et Duncan. Aujourd'hui, c'est d'abord Kawhi. C'est Kawhi qui va prendre ses 20 tirs par match. C'est Kawhi qui va mettre des fadeaway, qui va mettre des dunks et qui va défendre. Et c'est hyper intéressant de voir ce système hyper établi avec une star au milieu. Justement, on a fait le tour sur les Spurs. Ouais, pas mal. Ouais. En tout cas, c'est une équipe qui va être dans le haut de la conférence. Question, ils peuvent taper les Warriors ou pas? Ouais, ça, par rapport à ça, mais on est un peu répondu, mais vas-y. Je sais pas, parce qu'ils peuvent les taper. Moi, je trouve que ils ont l'ambition de pouvoir le faire. Et je pense vraiment que c'est la seule équipe à l'Ouest. Ils ont les moyens. Et dans la tête, j'ai peur que ils ont l'avantage psychologique. Est-ce qu'ils n'ont pas finalement l'arme fatale anti-Warriors, qui serait pas Kawhi Leonard, quand je vois quand même le mal qu'il leur fait. Alors, c'est les trois cartons, c'est 3 cartons d'une série au meilleur des 4 matchs, donc on peut pas. Mais j'ai trouvé que pendant 3 cartons, et c'était en plus à l'Oracle Arena, qu'ils ont eu tout le mal du monde à pouvoir le contrôler, que ça soit des deux côtés du terrain. Et pendant que lui, il est démonté en attaque et qu'en défense, il arrivait en plus à museler un petit peu Kevin Durant. Donc, est-ce que ça serait pas lui l'arme fatale? Moi, je rêve en tout cas de playoffs, de revoir les playoffs, que ce soit en demi-finale ou en finale de conf, entre les Warriors et les Spurs. Moi, j'ai peur des inconvénients d'avoir des vétérans et à nouveau en fin de saison galérer sur des problèmes physiques d'un tel. Ils ont souvent gagné avec des vétérans, les Spurs. Ils ont souvent gagné, mais là, on est face à des équipes encore plus athlétiques. C'est toujours plus, toujours plus. Ils n'ont jamais affronté une équipe comme les Warriors, on est d'accord. Donc, en tout cas, ce sera passionnant. La suite, il parlait de stars, c'est pour ça que je voulais enchaîner avec les Rockets. Ça y est, ils ont monté leur équipe de stars, leur équipe qui fonce à nouveau vers les sommets selon eux. Quelques départs, beaucoup d'arrivées significatives. Chris Paul et Tariq Black, Luc Mbamute, PJ Tucker, Zouki. C'est qui Zou? Et les prolongations de Harden et Néné. Il est content. Mettez son sourire. C'est le plaisir du jeudi. Mettez son sourire. C'est une note d'intersaison de 7 sur 10. Ah bah quand tu vas chercher Chris Paul. Ouais, forcément, ça change tout. Ça change la face des Rockets qui doivent viser. C'était une très bonne équipe l'année dernière. On va pas se mentir. Mike D'Antoni, coach de l'année. James Harden fait une saison de MVP. Tu réussis une super saison avec un vrai collectif qui s'est mis en place très rapidement. Trevor Ariza s'est très bien retrouvé. Eric Gordon, Renaissance. Clint Capella qui est bon. Ryan Anderson qui arrête de se blesser. Et derrière, tu vas chercher Chris Paul. L'un des tout meilleurs joueurs de NBA, l'un des joueurs qui a le plus d'impact dans la NBA. Oui, évidemment que c'est hyper réussi. Et moi, ça m'excite de les imaginer jouer à 2. Et j'aurais même aimé les voir jouer à 3 avec Carmelo Anthony. Ils perdent leur meilleur défenseur quand même dans c'est pas si positif. Oui, pas de Beverley, bien sûr. Sur les postes extérieurs. Ils récupèrent PJ Tucker et ils gardent Trevor Ariza. Et Chris Paul est un bon défenseur sur l'homme. Maintenant, moi, je te dis oui, très bien Chris Paul. Je pense qu'en saison régulière, ça va rouler parce que les deux, s'ils vont mettre un tempo infernal et tout. Maintenant, une fois de plus, on se projette un peu plus loin et voilà, cet homme-là va changer quand même beaucoup de choses. On le voit. Donc, même si 18 points, je pense qu'il a fait mieux. Il a fait mieux par le passé. Mais voilà, je pense qu'il va soulager un petit peu Harden, qui pour le coup va peut-être encore plus rayonner. C'est quand même un backcourt. On a rarement vu 2 mecs aussi talentueux sur un backcourt comme ça, qui étaient chacun dans leurs équipes des vrais leaders, se réunir comme ça. On s'entend les yeux fermés d'après ce qu'on voit là. Ce qui est dingue, c'est que là, donc, on a vu les premiers matchs de saison régulière. On a vu qu'ils sont beaucoup entraînés ensemble cet été. Et pour l'instant, ça marche. Ils ont fait un match à 24 tirs à 3 points. Donc, on a compris qu'ils avaient continué à envoyer comme des fous furieux, mais c'est leur style et tout ça. Maintenant, ce qui était cool, et c'est évidemment cette question, c'est est-ce que cette équipe
peut, avec ce duo donc de maestro du pick and roll, donc l'un va pouvoir mettre des tirs à 3 points parce que Chris Paul, s'il est tout seul, il va envoyer. James Harden, j'en parle même pas. Est-ce que cette équipe, dans les grands moments, est-ce qu'ils vont pouvoir se trouver défensivement et pouvoir mettre les gros tirs? Parce que Chris Paul, on sait, c'est ce qui lui manque. Et ça a été leur limite l'année dernière face aux Spurs. On se souvient que James Harden a été complètement esselé et qu'il a complètement plongé, qu'il n'y avait personne qui était venu au relais pour lui parce que dans la création, tout lui revenait et tout avait été construit pour lui revenir. Même si Beverley était gentil à mettre des tirs dans le corner, au bout d'un moment, il fallait kiffer en plus. Mais il fallait un mec à côté. Donc il l'a maintenant. J'aurais aimé un deuxième. Tu en as parlé avec Melo. En tout cas, cette équipe qui va encore continuer, tu l'as dit, à shooter, à balancer à 3 points. Et quand on voit la pré-saison, mon ami, ça envoie sec, hein. C'est des archers, les mecs. Mais par contre, effectivement, il va falloir que défensivement, ils arrivent à faire les minima dans les moments chauds, dans les moments clés. On sait que ça ne sera pas la meilleure défense de la ligue, mais dans les moments clés, quand les matchs sont chauds, réussir à faire des stops défensifs autour de Clint Capela et Néné. Avant de reparler de Melo, le changement tactique, puisque Harden avait été repositionné l'an dernier par Mike D'Antoni, et ça change beaucoup de choses pour lui qui avait chopé du coup des stats directs monumentales. J'imagine qu'il y aura moins de 55-15-15 pour James Harden. Mais je crois qu'on s'en fout. Ils vont partager. On s'en fiche, ce qui compte, c'est qu'ils gagnent des matchs. L'année dernière, 55 victoires. Là, aujourd'hui, tu l'as dit, ils vont partager la création. James Harden a perdu énormément de ballons l'année dernière. Il était à 5 pertes de balles par match, ce qui est du jamais vu en NBA dans l'histoire de la NBA. Donc, c'est juste pour se mettre dans le contexte. Là, aujourd'hui, il va pouvoir être deuxième arrière par moment, c'est-à-dire prendre des tirs, être dans le 1 contre 1 sur des renversements, mais aussi de jouer son jeu sur pick and roll parce qu'il est super fort sur pick and roll. Donc, c'est super cool pour lui de se voir décharger. Et puis surtout, ils vont gagner des matchs. Ils vont gagner des matchs et ils ont surtout une chance, eux aussi, d'aller peut-être taper les Warriors en fin de saison. Et alors, le choix de ne pas tout donner et tout mettre pour choper Carmelo Anthony, c'est finalement judicieux pour aussi l'avenir. Alors, de ce qu'il en sort, quand on lit les articles, c'est un choix de raison. Je peux l'entendre. Ça me frustre parce que j'aurais aimé voir Melo à Houston plus qu'à OKC. On va pas revenir là-dessus. Je trouve que c'est un... Ils avaient beaucoup lâché. Hein, tu vois, ils avaient beaucoup lâché, mais alors, il y avait le risque de Melo en fin de contrat et Chris Paul en fin de contrat. Parce qu'OKC a pris ce risque-là avec Paul George et Melo. Houston n'a pas voulu le faire, mais imagine ça marche, ils font une finale de conf, ils sont à 2 doigts de sortir OKC. Et oui, ça marche pour OKC. C'est pour ça que Westbrook va devoir absolument dire à Melo et Paul George, regardez, on peut taper l'un et cette année, il faut que ça matche, parce que les mecs se barrent. Et ça aurait été le même problème pour Houston, même si je pense que le projet à Houston... Et pour moi, il était plus en avance, plus excitant et plus en avance que celui de James Harden qui est là pour longtemps, mais les deux ont leur superstar. Voilà, ils ont Westbrook qui est là depuis longtemps. Exactement, c'est pour ça qu'ils ont chacun leur superstar, mais ils ont surtout cette avance parce que le coach arrive à avoir une vraie influence et un vrai impact sur son équipe. Moi, je pense qu'ils ont bien fait de pas le faire parce qu'ils se sont trouvés, et l'alchimie, on sait à quel point c'est cher aujourd'hui. De lâcher Trevor Ariza, ça aurait été catastrophique. Trevor Ariza, c'est le lien un petit peu de tout le monde dans cette équipe. Il défend, il met les tirs, il ne demande pas grand-chose. C'est une valeur sûre qui a beaucoup d'expérience, champion avec les Lakers en 2009, on s'en souvient. Maintenant, il y a une énorme faiblesse sur cette équipe-là, c'est le poste 4. Alors certes, ils n'ont pas voulu faire banco pour Melo. Regardons le 5 majeur. Ils n'ont pas voulu faire banco pour Melo, mais sur le poste 4, tu te retrouves avec Ryan Anderson et en doublure, Taki. T'as Ariza qui va jouer un petit peu poste 4, c'est pas son rôle et c'est pas là où il est le meilleur. Et puis là, je vois du Tariq Black, du Cameron Oliver, donc il y a pas grand monde. Merci quoi. Non, mais après le truc c'est que tu sais très bien comment ils vont jouer. Tu sais qui est le remplaçant de Ryan Anderson. C'est Trevor Ariza. Quand Anderson est blessé, c'est toujours Ariza qui joue 4. Et quand tu as cette base arrière, est-ce que c'est vraiment si grave? Ils vont souffrir, mais quand je vois Clint Capela et Néné comment ils tiennent le choc sur le poste 5, pour moi je suis pas inquiet. En régulière, ils vont régaler. Je pense même qu'ils vont arriver, ils vont être surexcités, qu'ils vont être juste derrière les Warriors. Moi, on verra tout à l'heure. Je crois que je les ai mis deuxième de la conférence Ouest. Maintenant, je te parle quand les playoffs, quand ça va être beaucoup plus tactique sur des minutes, sur des match-ups précis, tu vas devoir. Ils vont manquer de rotation sur le poste 4. Et Melo leur aurait apporté ces solutions-là. Mais ils vont pas être loin derrière, finalement, où ça va se jouer sur des détails. Non, mais pour l'instant, on parle de toutes les équipes. Là. Toutes celles qui veulent jouer small ball, elles sont bien gentilles. Même avec Chris Paul et Harden en bas course, pour l'instant, il n'y en a aucune qui peut battre les Warriors en small ball. Question premier match face aux Warriors. Encore une belle affiche. On se souvient que les Warriors l'année dernière, ils ont pris une énorme pilule face aux Spurs pour commencer la saison. Ouais. Donc les premiers matchs, c'est tellement dur à parier. On va dire les Warriors quand je vois ce qu'ils font contre Minnesota avec Curry à 40 points et tout. Dans le doute, je dirais. Et les faire tomber alors sur la saison. Sur la saison, non, j'y crois pas non plus. Les Warriors sont vraiment au-dessus. Sur une série. Même sur une série. Vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il n'y a que les Spurs qui ont une chance réelle. Eux, ils auront leur mot à dire, mais je ne les vois pas taper les Warriors. Non, mais moi, sans Melo, c'était... Même avec Melo. Même avec Melo, ça aurait été compliqué, mais sans Melo, je trouve qu'ils vont trop souffrir sur le poste 3-4.
On passe à une autre équipe qui a souffert la saison dernière, qui doit changer aussi des choses. C'est Memphis, les Grizzlies, avec ces mouvements. On parle plutôt d'une mort lente du côté de cette franchise. L'euthanasie, quoi. Ouais, c'est assez compliqué en fait dur, les gars. d'être positif avec cette franchise. Il y a eu des départs on n'a pas envie d'être négatif non plus parce que ça fait des années qu'ils proposent un basket solide. Ils ont fait une finale de conf, on s'en souvient, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une équipe qui est toujours bien placée. C'est une équipe qu'on aime bien avec Marc Gasol. C'est une équipe attachante. C'est une franchise. On critique souvent les Knicks, on critique beaucoup d'autres franchises pour leur gestion déplorable. À Memphis, on sait ce qu'on fait. On sait de quoi on parle. Maintenant, effectivement, on a l'impression que c'est quand même une gentille mort lente de la part des Grizzlies, quoi. Ouais, mais on est d'accord parce que, en fait, ils sont ratés l'année dernière avec notre ami Chandler Parsons. Voilà, il est là, en fait, tu sais, la bascule, elle est là. Quand tu as de l'argent à mettre et que tu mets 150 millions sur Mike Conley et que derrière, tu signes un gros free agent qui est donc Chandler Parsons avec un gros contrat, il faut surtout pas se tromper. Et là, en ce moment, il revient en pré-saison, il joue un peu poste 4, il a l'air de bien jouer. On s'en fout. C'est pas lui qui va avoir l'impact espéré sur la franchise. Et je crois que, tu vois, elle est là, la bascule. Quand tu laisses partir les vieux comme Zach Randolph, Vince Carter, Tony Allen, qui est là depuis belle lurette, bah voilà, on est sur un changement de cycle, mais sans changer d'identité d'équipe. Donc, ils seront solides, ils seront en course pour les playoffs, mais ce ne sera plus la grande équipe la bonne équipe des Grizzlies qu'on a vue depuis des années. Ils font plus peur, c'est fini. Ils n'ont jamais fait peur, entre guillemets. Si, il y a les fait d'Exforum et tout. Mais 3-4 ans. Voilà, mais les prendre, demande aux Spurs de les prendre au premier tour des playoffs si c'était cadeau. Oui, d'accord. 3-4 ans. Mais c'était toujours un poil à gratter et tout. Là, je trouve que c'est juste un poil. Ils vont gagner 2 matchs. Beaucoup moins. Ils vont gagner 2 matchs quand même. Beau système. On regarde le 5 majeur, justement, à quoi il ressemble cette saison, avec cet axe 1-5. Est-ce que ça peut leur suffire pour atteindre, on parle juste des playoffs désormais, Marc Gasol? Les interrogations là, parce que Mike Conley, Marc Gasol, on sait ce que ça va apporter. Mike Conley reste un des top meneurs NBA les plus sous-cotés d'ailleurs, mais bon, après il joue à Memphis aussi, malheureusement pour lui. Chandler Parsons, énorme point d'interrogation, il a fait une année blanche. Jamarcus Green sur un poste 4, pareil, c'est vaillant et tout, mais en rotation d'air, il n'y a pas grand monde. Et Tariq Evans, c'est énorme point d'interrogation, un talentueux, mais mon Dieu, quoi. Même sur le poste, c'est difficile de savoir, parce qu'ils ont recruté Ben McLemore. Ils vont essayer de le relancer. Là, je crois que c'est Wayne Selden qui est dans le 5 aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu un 5 avec un axe fort, un 5. Mais est-ce que ça va suffire pour aller au bout? On sait que c'est une belle équipe défensive. On sait que Jamarcus Green est un bon joueur et qu'il a plutôt assuré l'année dernière. Voilà, elle n'est pas abondante. Voilà, elle n'est pas abondante l'équipe, et c'est pour ça qu'on parle de mort lente et on parle d'équipe tout à fait terne. Ça va avec la franchise. Oui. C'est pas pomper l'up. Oui, c'est pas pomper l'up, d'accord. Maintenant, si ça marche pas, là, ça a été solide avant. C'est quand même, voilà, c'est solide comme franchise, c'est stable. Si ça marche pas, on peut s'imaginer que ce soit la saison où on envoie tout valser. En fin de saison, oui, faudra faire Gasol, en fin de saison, il faudra faire un bilan. Je pense que Gasol, il va pas tenir comme ça longtemps. Non, je pense que lui aussi, s'il a envie de faire ces dernières années, s'ils vont pas en playoff, et moi je crois que je les ai pas mis en playoff. Si Marc Gasol, il va vouloir finir sa carrière, même s'il a toujours dit qu'il était bien Memphis, il va vouloir aller jouer dans des équipes qui jouent le titre. Boston, par exemple. Ouais, Boston, on en parle beaucoup. Pas, hein. Mike Conley, je t'en parle pas. Il est encore loin d'être vieux, donc lui, pareil, il a peut-être envie d'aller dans des équipes qui jouent le titre. Ouais, mais bon. C'est ça, peut-être qu'eux, ils peuvent aussi les dégager, récupérer des mecs et reconstruire. Il va bien falloir le faire un jour. Alors justement, Mike Conley, joueur à suivre de cette saison, c'est la star de l'équipe. Il va falloir qu'il se démultiplie, qu'il fasse encore mieux, encore plus. C'est possible, ce joueur S'il fait la même saison, ce sera bien. 26, 46% au tir, solide en défense, très dense et plutôt clutch dans les bons moments. Il faut qu'il évite les blessures. Il a toujours des petits pépins. Mais c'est un joueur très solide. Et aujourd'hui, sans parler de franchise player et toutes ces conneries, non, c'est vraiment un leader dans le jeu. Et c'est pas un leader charismatique au sein de la NBA. C'est pour ça qu'on parle de sous-côté. Il le sera sûrement jamais. En attendant, lui, il fera toujours son taf. Et on ne pourra jamais dire « Ah, mais c'est la faute de Mike Conley ». Voilà, entre guillemets. C'est l'anti-Deron Williams pour moi. Tu vois, Deron Williams qui a commencé sa carrière avec Utah, qui avait une hype de fou, qui était et qui a complètement sombré pour des raisons qu'un jour il écrira certainement un livre. Poulet, hein. Voilà, le poulet et l'avocat, gros. Je sais pas, Mike Conley, c'est une valeur sûre d'un mec qui a un niveau All-Star. Donc c'est quand même un vrai plus. Maintenant, ouais, il lui manque un petit peu de matos autour pour qu'il égale. Et je crois que ça va être la première fois de sa carrière. Il va se retrouver peut-être à galérer pour aller en playoff. Et je te dis, peut-être qu'à cet été, il aura des réflexions pour essayer d'aller voir ailleurs, même s'il a un contrat monumental, on s'en souvient. Absolument. Mike Conley. À suivre donc Memphis. Mettez vos commentaires comme d'hab sur la chaîne YouTube, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Vous suivez First Team. On continue
les Pelicans. Alors les Pelicans, c'est quand même un été encore avec une saison dernière avec des changements, on le sait, monumentaux. Là, l'arrivée de Rajon Rondo, Tony Allen, Yann Clark, c'est finalement une équipe qui essaye de se monter, de se peaufiner, de devenir une vraie belle équipe. Il y a eu le départ du Français Axel Toupane. Bon, ça, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave, mais c'est un Français. Non, mais ils auraient pu, on le mentionne. Ils auraient pu lui filer un rôle, hein, surtout qu'il y en a pas, surtout que sur le poste 3, ils sont un petit peu en galère. Pas de départ significatif, justement. Non, mais de toute façon, l'axe. Pour eux, c'est pas 1-5, hein, comme on disait avec Memphis, c'est 4-5. C'est Davis Cousins. On parle depuis tout à l'heure et depuis toutes ces previews de small ball. Là, c'est l'anti-small ball. On revient à un basket des années 90, les Twin Towers, exactement, type Duncan Robinson. Pourquoi pas? Et moi, j'aime bien. Honnêtement, moi, l'idée me régale de dire, mais attendez, vous êtes gentil avec votre small ball, on va vous mettre 2 monstres et on va vous casser la gueule. Ça me plaît. Maintenant, il faut que cette alchimie de Marcus Cousins, Anthony Davis, elle fonctionne. Moi, je te dis, j'aime bien le small ball, c'est marrant, mais si on amène autre chose pour vraiment casser ça, ça peut marcher. Ils sont encore jeunes, de Marcus Cousins, c'est en fin de contrat. Il faut que les deux, ça match. Et j'attends pour ça, pas Anthony Davis, parce que son comportement est exemplaire et son talent, j'en parle pas, mais j'attends l'autre fou de Marcus Cousins pour que ça marche. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est une équipe, et c'est pour ça que c'est dans le liner, playoff ou rien. Il n'y a plus de oui, il faut se mettre en place. C'est comme pour beaucoup d'autres équipes, il faut gagner des matchs. Là, ils n'ont plus le temps. Anthony Davis, il a plus de 19 ans. Marcus Cousins, je n'en parle même pas. C'est une équipe qui est faite, en tout cas sur le papier, pour aller gagner des matchs. Ils ont évidemment quelques trous dans l'effectif, mais quand tu vas récupérer Rajon Rondo, qui a une pubalgie et qui sera sûrement absent, peut-être opéré et absent, voilà, merci le 5 majeur. Il n'est pas là avant février. Ouais, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que regarde, ils ont tenté un truc. Et pourquoi pas? Alors, Rajon Rondo est peut-être blessé, mais dans l'idée, c'est marrant de mettre 2 meneurs de jeu créatifs comme Rondo et Jrue Holiday sur les postes pour les servir les Cousins et les Davis. Et un homme de devoir, Cunningham, un peu par défaut sur le poste 3. Mais moi, j'aimais bien cette idée-là d'aller chercher Rajon Rondo de nulle part. Pour toi, ça donne un équilibre? Un équilibre. En fait, le truc, c'est que c'est difficile de se dire que tu as 2 meneurs et 2 pivots et que ça va marcher. Tu vois, et moi, c'est ma grande crainte. Ça, sans mentionner notre meilleur ami Alvin Gentry, qui est peut-être l'un des pires coachs de NBA en ce moment, qui est incapable de mettre un bon système en place pour aller gagner des matchs. Ouais, moi, j'ai une énorme crainte. Et d'ailleurs, je crois que je les ai pas mis en playoff à cause de ça, parce qu'il y a un fou furieux et que tu as un mauvais coach. C'est vrai que dit comme ça, mais il est convaincant. En tout cas, de Marcus Cousins, dernière année de contrat, et on sait chez ces mecs-là ce que ça veut dire. Ils savent que l'année prochaine, il va falloir se vendre. Et je pense que les dernières années de contrat, autant quand tu signes des gros contrats les premières années après, c'est toujours compliqué. Les mecs, ils savent qu'ils ont l'oseille. Tes dernières années de contrat, tu peux vite te retrouver en culotte courte. Et je pense que de Marcus Cousins voudra demander le max. Et s'il veut demander le max, quoi de mieux que d'emmener les Pelicans en playoff? Les amis. Je pense que quoi qu'il arrive, il aura une franchise qui va lui donner donc du... Là, d'accord, mais une franchise intéressante. Là, tu essaies de convaincre du contraire juste sur Cousins. Donc, mais je crois que c'est lui, finalement, par son comportement. Nous, l'année dernière, avec Thomas, on les a vus jouer ensemble un petit peu. Dis pas tous mes arguments, espèce d'enfoiré. C'était quand même incroyable le comportement de l'un par rapport au comportement de l'autre. Alors, c'est bien d'avoir un calme. Il y a un nerveux, mais il faut qu'il y ait un nerveux. Il ne peut pas commencer des matchs de Marcus Cousins, malgré ses stats énormes. Il faut que son comportement change. Il ne peut pas péter un plomb au bout de 3 minutes contre Steven Adams parce qu'il lui a mis une réduction de distance à laquelle il ne s'attendait pas. Clairement. Il faut qu'il soit prêt à prendre des coups, à en mettre et à fermer sa gueule pour amener son équipe loin. Moi, je suis d'accord, hein, quand on voit ces stats, 27, 11, 5 passes, c'est des stats de très haut niveau. Qui n'est pas faite pour le premier match de pré-saison contre je sais plus qui, 16 minutes de jeu technique. Non mais gros, au bout d'un moment, mais attends, c'est quoi son délire? Non mais tu sais que moi, autant de talent avec un si petit cerveau, ça me frustre. Ça me frustre. Au bout d'un moment, tu te calmes, tu as 27 piges, tout le monde t'insulte, tout le monde dit mec, tu vas jamais gagner un match. Et pour l'instant, tu donnes raison aux gens. Il a jamais joué de playoff. Avec le talent qu'il a, c'est catastrophique. On a dit que c'était la franchise des Kings, qui était certes mal gérée. Moi j'ai toujours dit, les forts joueurs, les très forts joueurs, quel que soit l'environnement, ils font gagner des matchs. Même Anthony Davis, certes sur un coup de hasard, a déjà joué des playoffs avec ses Pelicans tout pourris. Donc je me dis que maintenant, Cousins, 27 ans, Anthony Davis, dont il doit s'inspirer sur le comportement, doit se calmer et doit faire en sorte de gagner des matchs. Trop de talent, je le vois encore, il met des tirs, il fait des drives, il joue poste 4-5, il est trop fort, mais au bout d'un moment, voilà, on lui demande juste de se calmer, d'avoir de l'impact sur les matchs dans les moments. Et d'avoir une ambition collective et sportive, d'aller jouer les playoffs pour la première fois de sa carrière à 27 ans, il est temps quand même. Ça devrait suffire d'ailleurs pour bien jouer et pour se comporter de manière tout à fait normale. Et ce début de saison régulière avec lui, vous le sentez comment du coup? J'ai très peur. Moi j'ai une interrogation. J'ai envie d'y croire parce que je te dis, j'aime bien l'idée du contre-pied du small ball. J'ai envie d'y croire, mais évidemment l'année dernière, il a tellement eu des comportements, je me suis dit ah oui, d'accord, on en est là. Donc
J'attends de voir. Moi, j'attends de voir. J'ai très peur que si le début, tu vois, début de saison, là, 10-15 premiers matchs, ça prend pas, tu gagnes pas de match, tu t'es battu ric-rac et puis tu es dans la spirale négative. Bon, déjà, il faudra virer Alvin Gentry, ce sera déjà la première chose à faire. Mais imaginons que avant février, DeMarcus Cousins soit dans toutes les rumeurs de transfert et soit transféré, par exemple. C'est à prévoir, ça. Ça veut dire qu'ils seront plantés dans leur idée du projet. Oui, mais ils sont. Mais bon. Fallait le tenter après. Hein. Ouais, non, il fallait le tenter. Moi, ça me choque pas. Maintenant, on se rend à l'évidence du comportement du joueur. Après, il y a aussi notre ami Aginsa qui est dans l'effectif. Voilà. Aginsa qui est là, qui va faire, qui est derrière les deux gros là. Il n'y a pas trop de concurrence, c'est bien. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Autre équipe, Dallas. Du côté de Dallas, c'est reconstruction. Ça y est, c'est l'après Nowitzki qu'il faut préparer. Il est encore là, le papy. Il est encore là, bien sûr. Mais c'est quoi cette année la stat? C'est plus le même homme. On verra après, de toute façon. C'est plus le même joueur avec. Merci, Erwan. Je vois très bien de quoi tu parles. Alors d'abord, allons sur le truc. Alors moi, je suis déçu. Il y a Jarrod Uthoff qui est parti. J'aimais beaucoup. Il a marqué l'histoire de la franchise. Et Brussino, c'est avec pas Nicolas Brussino. On en parlait l'année dernière. Non, mais alors, il y a finalement, de ce qu'on voit, assez peu de mouvements. L'arrivée de Josh McRoberts, qui peut toujours rendre des services. Et surtout la prolongation de Nerlens Noel, une année. Ils n'ont pas voulu lui filer le max. Ils lui ont proposé 17 millions, il a dit non, je vaux plus. Bah, mon gars fait une grosse saison. Et l'intersaison entre Noël et les Mavs, il a été assez curieux. Donc, ils lui ont pas filé le max. Nerlens Noel, ça a changé d'agent cet été. Il a pris Rich Paul, du coup, l'agent de LeBron James. Et finalement, il a signé aux Mavs pour juste un an pour espérer avoir le max la saison prochaine. Et là, quand on va voir tout à l'heure le 5 majeur des Mavs, Rick Carlisle ne l'imagine pas dans le 5 et il imagine Nowitzki dans le 5, donc c'est vraiment on a l'impression qu'il serait de la chair à canon pour 5 majeurs ou quand même Nowitzki en 5. Alors ok, en attaque on peut avoir 2-3 systèmes un peu rigolos, mais au final il va quand même falloir un petit peu les switcher et Nowitzki on sait que c'est pas sa qualité première. Là on part quand même sur un 5 majeur de qualité ou pas? C'est très étonnant de voir Nowitzki, on le sait qu'il a un peu joué l'année dernière au poste 5, là ils partent sur un 5 majeur. Alors oui, tu l'as dit, en attaque il va pouvoir mettre des tirs comme il fera toujours, mais en défense c'est pas dramatique d'imaginer ce 5 majeur. Harrison Barnes c'est un bon défenseur, on en attend beaucoup lui cette saison. Il va falloir qu'il augmente de niveau, avoir de l'impact sur les matchs comme un leader. Wesley Matthews est un bon joueur, on le sait déjà, et ils vont jouer donc avec blessures et aux genoux, comme toujours. Et puis c'est un bac court avec 2 meneurs sûrement, donc ça peut être Dennis Smith Jr., donc le rookie, c'est le joueur à suivre, on va en parler après. Steph Curry qui va mettre des tirs, on parle aussi de JJ Barea, on parle aussi de Yogi Ferrell, ils vont faire un peu, et aussi Devin Harris qui alors lui il joue toujours comme si de rien n'était. Donc on va jouer avec 2 meneurs côté Mavs, c'est plutôt sympa dans le système de Rick Carlisle qui, quoi qu'il arrive, marchera toujours en attaque. Maintenant, est-ce que c'est une équipe qu'on peut imaginer en playoff? Non, pas pour moi. Non, moi je ne les vois pas en playoff non plus. On a fait c'est la dernière preview, donc on a vu toutes les équipes de l'Ouest. Non, je trouve que ça va être trop court. On pourrait rien que sur le poste 5, sur le secteur intérieur. Harrison Barnes, c'est un vrai poste 3. Alors il peut jouer 4 sur du small ball comme il faisait avec les Warriors, mais sur toute une saison, waouh. Le poste 5, c'est Nowitzki, Nerlens Noel qui du coup qui devrait être titulaire pour moi, tu vois. Salah Mejri qui a fait une bonne saison l'année dernière et Jeff Whitney Whitney. Non, c'est Whitey. Ouais, c'est Whitey. Toujours, on se trouve avec un autre. Oui, parce qu'il y a 2 grands blancs là, de 2-15. En fait, c'est peut-être le même mec depuis des années. Donc les Mavs qui peinent à repartir de l'avant, même si donc il y a l'arrivée de Dennis Smith Jr., ça peut être le joueur qui va changer quelque chose. Meneur juteux au possible, voilà, avec des vraies qualités. On voit ses stats en NCAA l'année dernière. Ouais, c'est bien. Il est là, donc je pense que ça va faire le croisement avec Nowitzki. Et puis ils vont commencer, puis ils vont reconstruire. Ils sont pas encore complètement dans la reconstruction. Il est prêt ou il est pas prêt? Pas tout à fait. Lui, il est prêt. Hein. Physiquement, il est prêt. Il a le profil. Alors, je mets des grands guillemets, mais Westbrook, c'est-à-dire bombe physique, qui dès le début va faire des highlights et donc potentiellement star, tu vois, quand tu fais des highlights, tu mets des dunks, mon gars, tout le monde dit c'est peut-être une star, il lui manque plein de trucs, il peut mettre des tirs et tout ça, c'est un enfant, on le sent sur les matchs de pré-saison, il va falloir s'imposer en tant que meneur de jeu véritable et tout, mais on va lui laisser le temps. L'avantage c'est que dans cette équipe qui ne cherche pas à gagner des matchs, il aura le temps, mais en tout cas ils ont en lui la prochaine star pour les Mavs. Ouais, puis t'as Harrison Barnes, donc déjà voilà, là, exactement, donc qui est déjà là, donc voilà, je pense qu'autour des deux, tu peux commencer à avoir des réflexions pour la suite. C'est une équipe donc vous voyez encore en formation et on les attend. C'est même pas en formation parce que tu as Nowitzki, tu as Wes Matthews, tu as plein de vétérans. Alors, en transition. Plutôt en transition. Quoi. Je pense qu'ils vont essayer de faire en sorte que Nowitzki finisse le mieux possible. On rappelle la stat. Alors je dis, je sais pas, il te l'a dit autant que moi. Alors, si Nowitzki finit la saison à plus de 16 points par match,
il battra Will Chamberlain. Ah oui, c'est vrai, il passe Will Chamberlain. Il passe Will Chamberlain. Attends, c'est Steph qui nous a donné cette stat entre 2 coupes de champagne. Je sais plus, il a dit genre 66 matchs, une connerie. Si tu en as plus de 16 points de moyenne, il va dépasser Will Chamberlain. Ce qui mettra encore une fois. Il classe le personnage si on a encore besoin de le classer. Donc c'est la saison aussi pour fêter une parade Nowitzki. Je crois que ça ne gênerait pas Mark Cuban de le faire. Après lui, je crois qu'il n'a pas besoin de ça. Je crois qu'il aime encore jouer. Il aime voir arriver les jeunes aussi, type Harrison Barnes et Dennis Smith Jr. pour les aider et leur donner leur savoir. Mais je te dis, c'est une transition. Je pense que tant que Nowitzki sera là, ils ne pourront pas complètement reconstruire. Mais ils respectent la carrière et ce qu'il a apporté à la franchise, c'est très bien. Par contre, derrière, avec Barnes et Dennis Smith Jr., ils ne repartiront pas de zéro. Donc voilà. À suivre d'un œil, du coup, c'est une franchise à suivre calmement. Après, c'est toujours sympa de regarder Dallas aussi. Ah oui, très sympa. Erwan, ton prono pour cette conférence Ouest, on a fait le tour des previews on va voir ça. Toutes les divisions. Alors, il n'y a pas Dallas, comme je vous l'ai dit. Alors moi, je vois les Warriors quand même pour l'instant intouchables sur le surf de leur titre de l'année dernière. Je vois les Rockets parce que dans ce basket d'attaque de small ball, Chris Paul, James Harden, je trouve ça très fort. Les Spurs, on en a parlé. Gaillard, solide, sur le même basket, Kawhi Leonard, très compliqué à défendre. Oklahoma City, malgré tout ce que j'ai pu dire, j'ai du mal à y croire en playoff, mais sur la saison régulière, les 3 à défendre, ça va être une belle galère. On peut rajouter quand même, comment il s'appelle, le pivot, Steven Adams à l'intérieur. Donc voilà, il y a des solutions. J'espère que le coach, lui, va avoir des idées. Les Clippers, même si ils perdent Chris Paul, on en a déjà parlé, moi je les vois 5. Minnesota, c'est blessé apparemment, Teodosic. J'ai cru voir qu'il s'était blessé alors qu'il a régalé de passes sur la pré-saison. Minnesota qui doit franchir un cap, on les veut en playoff, on l'a déjà dit. Et puis ensuite, c'était quoi de Denver Nuggets. J'aime beaucoup Jokic et notre ami Paul Millsap. Ils ont Gary Harris aussi des Nuggets qui a prolongé. Très bon joueur, très belle 20 équipe. millions la saison, Gary Harris. Très bien. Les Pelicans, pour les raisons que je viens d'évoquer. Puis après, Portland, un chouïa court, même si je pense sur le papier, voilà, entre Portland et New Orleans, ça va se la donner. J'ai envie quand même de donner un peu de crédit aux Pelicans, même si ça va être compliqué. La dernière place pour qui Phoenix. Phoenix. Ouais, Phoenix, ouais. Pareil. Moi, je suis pas exactement d'accord déjà sur le trio de tête. Alors, j'ai les mêmes équipes et pas dans le même ordre. Je vois les Spurs, encore une fois, faire une belle saison en 61 victoires l'année dernière. S'ils sont à plus de 55, je les vois bien deuxième, même si Houston ferait une très belle saison. Pareil sur le quatuor, Oklahoma sera 4e. Je vois Minnesota très fort. Défensivement d'abord, 5e, tu vois, très fort. Les Clippers derrière, équipe solide, même si elle est moins forte que l'année dernière, ça reste une belle équipe. Et en plus, je pense qu'on va vraiment se régaler avec Milos. Denver, duo d'intérieur, tu viens de le dire, 7e. Et moi, je vois Portland plutôt que la Nouvelle-Orléans pour la 8e place, parce que Lillard est un joueur supérieur et que c'est une équipe qui se connaît bien, qui va continuer à surfer tranquillement. Et je vois le Jazz, tu les as pas mis dans les 10, moi je vois quand même le Jazz 10e sur la défense. Et puis voilà, sur la défense. Sur la défense et sur la défense. Sur le talent défensif. Ouais, mais attends, il y a le talent défensif, mais il y a aussi la défense. Le système défensif. Après, n'oublie pas que le basket, c'est quand même un sport où c'est bien de mettre des paniers. Ah bah je crois aussi. Hein. Et puis en tout cas, il n'y a pas de grand écart non plus entre vous. Voilà. Non, c'est à peu près le même 8 à part. Après, je pense que de 7 à 10, ça va être très serré. Tu vois, de 7 à 10, il va y avoir comme toujours. À peu près à 50 victoires et ça va être cool à suivre, comme d'habitude. On a hâte. Donc ça démarre mardi prochain, mardi à mercredi. Ouais, émission mercredi du coup. Émission mercredi, on vous le dit vite fait comme ça, émission mercredi. Comme on aura tous vu les matchs la nuit, on pourra se faire un petit récap le lendemain, on va avoir des stands comme ça, mais on peut pas rater ce truc-là, donc pas d'émission lundi prochain. Ce sera pour mercredi juste après. Mercredi 13, un truc comme ça. Non, c'est vendredi 13. Non, mercredi. Donc mercredi 19, mercredi 18. Mercredi 19, mercredi 18. Ouais, mercredi 18. Oh, Jean-Michel Calandard. Ouais, Jean-Michel Calandard, de ouf. Allez, merci à la régie, merci à tout le monde de nous avoir suivis pour ces émissions de pré-saison. Nous aussi, comme vous, on était un petit peu à la pioche, comme ça, au bon prono. On verra qui avait raison en fin de saison. On se retrouve très vite en plein démarrage de saison régulière, comme on vous l'a dit. C'est toujours chez la First Team. À mercredi. Bon,